J'ai appris par exemple qu'Honoré de Balzac disait pour en rire qu'il voulait faire concurrence à l'état civil, tellement de personnages vivaient en lui, et il serait tout à fait légitime de se demander s'il ne s'agirait pas de défunts qui depuis l'au-delà l'inspiraient. Je donne à mes recherches le nom de cognitivisme spirit. Dans certaines traditions, cette présence des défunts prend le nom de culte des ancêtres, et on voit que si on accepte de coopérer avec eux, plutôt que les voir comme des vampires, leur compagnie peut être plus facile. Ainsi donc, Balzac a créé un univers littéraire d'une ampleur inédite, et les chiffres donnent le vertige. Les études consacrées à la comédie humaine permettent de mesurer l'ampleur de ce monde romanesque, qui fonctionne presque comme une société parallèle. Explorons ça plus avant, et voyons où cette hypothèse nous mènera. Nombre total de personnages. Les sources spécialisées indiquent que la comédie humaine comporte plus de 6000 personnages, dont environ 1000 sont suffisamment développés pour former un véritable arbre généalogique. Ce chiffre inclut des personnages principaux récurrents, Rastignac, Vautrin, Bianchon. Des personnages secondaires qui réapparaissent dans plusieurs récits. Des silhouettes, figurants, membres de famille, employés, etc. Pourquoi ce nombre est exceptionnel? Balzac voulait faire concurrence à l'état civil, selon sa propre formule. Son ambition était de reconstituer la société française de son époque, dans toutes ses classes, ses métiers, ses passions et ses travers. Cela explique la présence de milliers de personnages nommés, les liens entre les romans, où les mêmes figures réapparaissent, la construction d'un monde cohérent, presque sociologique avant l'heure. Cette densité donne à la comédie humaine une dimension quasi encyclopédique. L'impact sur la création contemporaine. On peut voir sur YouTube des créateurs qui redonnent vie à ces univers en y ajoutant leur subjectivité, leur regard créatif, ce qui rejoint parfaitement l'esprit balzacien et au mien. Balzac lui-même construisait un monde où les personnages vivaient, évoluaient, vieillissaient, se croisaient d'un roman à l'autre. C'est une manière de montrer que la littérature peut être un espace vivant, presque organique. Pour ma part, je suis particulièrement sensible à cette idée d'un monde intérieur riche, de création vivante, et ça résonne avec mon propre projet sur le New Age. Explorer un univers complexe, avec ses figures, ses langages, ses logiques internes, sans a priori idéologique, conformiste ou anticonformiste contre lui. La question qui m'interpelle ici est de voir si dans l'œuvre de Balzac des prémices de ce qui deviendra le New Age sont déjà présents. Il serait par exemple intéressant de savoir si Balzac et Kardec se sont connus, car ils ont vécu exactement à la même époque, mais leurs trajectoires ne se sont pas croisées directement, et Balzac ne parle jamais de Kardec dans la comédie humaine. Pourtant, leurs univers intellectuels se frôlent de manière fascinante, et c'est là que cette hypothèse devient très intéressante pour comprendre la préhistoire du New Age. 1. Contemporanéité. Honoré de Balzac, 1799-1850. Allan Kardec, Hippolyte Léon Rivail, 1804-1869. Ils ont donc vécu 46 ans en même temps. Mais Kardec ne devient Allan Kardec qu'à partir de 1857, avec le Livre des Esprits, soit 7 ans après la mort de Balzac. Donc, Balzac n'a jamais pu lire Kardec. Kardec n'a jamais pu dialoguer avec Balzac. Le spiritisme naît après Balzac. Mais, Balzac a-t-il anticipé des thèmes du futur New Age? Certaines choses pourraient nous faire penser que oui, et c'est là que notre hypothèse semble prometteuse. Balzac explore dans plusieurs œuvres la métempsychose, réincarnation, les forces invisibles, les fluides, le magnétisme animal, les pouvoirs occultes, la survivance de l'âme, la communication entre les plans, la science mystique, la volonté comme force cosmique. Ces thèmes sont exactement ceux qui nourriront le magnétisme de Mesmer, déjà en vogue du vivant de Balzac, le spiritisme de Kardec, la théosophie de Blavatsky, et plus tard, le New Age. Balzac est donc un précurseur littéraire de l'imaginaire ésotérique moderne. Œuvre de Balzac contenant des thèmes proto-New Age. Voici les plus significatives. La peau de chagrin, 1831. Énergie vitale. Volonté créatrice. Loi d'échange entre désir et vitalité. Objet magique comme condensateur de force. Réflexion sur le destin et le libre arbitre. C'est un texte fondamental pour comprendre la future loi d'attraction. Séraphita, 1835. Mysticisme suédois, Swedenborg. Androgynie spirituelle. Ascension des plans. Êtres intermédiaires entre humains et anges. Vision multidimensionnelle du réel. C'est probablement le texte balzacien le plus proche du New Age. Louis Lambert, 1832. Génie visionnaire. Magnétisme. Théorie des correspondances. Pensée comme force matérielle.
Exploration de la conscience. On y trouve des idées qui ressemblent à la psychologie transpersonnelle. Balzac et le magnétisme, le vrai point de contact avec Kardec. Balzac était fasciné par le magnétisme animal, très en vogue dans les années 1820-1840. Or, Kardec, avant de devenir spirit, s'intéressait aussi au magnétisme. Le spiritisme naît en partie de ces milieux. Donc, même s'ils ne se sont pas rencontrés, ils baignaient dans le même climat intellectuel. Ils partageaient les mêmes sources, Mesmer, Swedenborg, les salons occultistes. Balzac a littérairement préparé le terrain que Kardec systématisera. Balzac dans la généalogie du New Age. On peut dire que Balzac appartient à la préhistoire du New Age, car il explore les forces invisibles, propose une vision énergétique du monde, imagine des plans de réalité, parle d'évolution spirituelle, s'intéresse à la réincarnation, valorise l'intuition et la vision intérieure, mélange science, mystique et psychologie. Il est un chaînon manquant entre romantisme mystique, magnétisme, spiritisme, théosophie, New Age. Cependant si Balzac et Allan Kardec ont été contemporains, ils ne se sont pas connus. Balzac ne parle jamais de Kardec. Mais Balzac explore des thèmes qui annoncent le spiritisme et plus tard le New Age. Il appartient pleinement à la généalogie culturelle qui mènera au New Age de la première génération. 2. Si on prend par exemple la manière dont Madame Blavatsky, quand elle inaugure la théosophie, parlait quant à l'origine de ses recherches, on voit que ça part d'une contestation d'Allan Kardec. Elle ne le disait pas ouvertement, mais j'ai appris depuis qu'elle avait beaucoup participé au spiritisme de l'époque d'Allan Kardec, mais qu'ensuite elle avait pris du recul vis-à-vis de sa doctrine spirit, qu'elle s'était attachée à contester, sans le présenter pour autant ainsi, sur un certain nombre de points. Quand on lui posait la question de savoir quel était son rapport au spiritisme d'Allan Kardec, elle n'en relevait que les points qu'elle considérait comme suspects sans dire que ça lui avait beaucoup apporté. Le premier était le fait que le spiritisme se trompait quand il croyait parler aux vrais morts. Elle prétendait que les esprits qui se faisaient passer pour les morts n'étaient pas les vrais défunts mais des usurpateurs, introduisant par là l'idée qui deviendra l'astral du New Age et celle de multidimensionnalité, s'inspirant de l'hindouisme, et disant que nous avons nous-mêmes accès à cette multidimensionnalité via les corps subtils, assimilés aux chakras. Ce qui me semble intéressant à dire est qu'apparemment donc l'humanité du XIXe siècle était déjà intéressée par ces sujets, mais qu'elle devait en parler dans un langage différent de celui que la théosophie va introduire après 1875, en parlant d'énergie, de multidimensionnalité ou d'astral. Je pense que ce qui va faire éclore le mouvement New Age sera l'adoption de ce langage qui n'existait pas auparavant. Le fait que ce langage soit plus évocateur que ceux qui existaient avant explique que tout le monde ait pu se l'approprier. On peut donc regarder Balzac comme une témoin de la période antérieure à notre New Age moderne. Donc ce qui serait intéressant serait de voir quel langage on utilisait quand on abordait ces mêmes sujets avant l'arrivée de la théosophie, voire même du spiritisme d'Allan Kardec. On pourrait partir d'un des romans qui évoquent ces sujets. Prenons par exemple Séraphita, 1835. Voyons comment dans ce roman ces thèmes sont abordés. Quel langage y est utilisé? Y voit-on arriver les concepts d'énergie, de multidimensionnalité, de réincarnation et de transformation intérieure au fil des incarnations? Ce roman est un témoin précieux d'une époque où l'Europe cherchait encore ces mots pour parler de l'invisible, du spirituel, du subtil. On y trouve les mêmes idées, mais pas encore le vocabulaire qui deviendra celui du New Age. Le cadre intellectuel de Séraphita. Balzac s'inspire directement d'Emmanuel Swedenborg, mystique suédois du XVIIIe siècle, dont les écrits ont profondément influencé les milieux ésotériques européens. Swedenborg parlait de correspondance, de monde spirituel, des anges, de vision, mais jamais des énergies, de vibrations ou de plans de conscience. Balzac reprend ces idées et les transpose dans un récit romanesque. Le roman se situe donc dans une cosmologie pré-théosophique où l'invisible existe, mais où le langage reste religieux, mystique, symbolique. Les thèmes New Age présents dans Séraphita. Plusieurs thèmes centraux du New Age apparaissent clairement, mais sous une forme encore ancienne. 1. La multidimensionnalité. Séraphita est un être qui vit simultanément dans le monde matériel, dans le monde spirituel, dans un état intermédiaire entre humain et ange. Balzac parle de sphère, de cieux, de état, de vision. Il n'utilise jamais le mot dimension, mais l'idée est là. Un être peut percevoir plusieurs niveaux de réalité. 2. La transformation intérieure. Le roman décrit une ascension spirituelle progressive,
un passage d'un état de conscience à un autre. Séraphita est un être en voie de transfiguration, qui incarne une forme d'évolution intérieure. Le langage utilisé est celui de la mystique chrétienne et swedenborgienne. Purification, élévation, union avec le divin. Dans le New Age, on parlerait de vibration, fréquence, alignement, ascension. Il y a une volonté de s'approprier l'expérience et non pas de prétendre avoir un lien privilégié à Dieu. 3. L'androgynie spirituelle. Séraphita est à la fois Séraphitus, masculin, et Séraphita, féminin. On voit que les théories du genre actuel étaient déjà présentes en filigrane dès cette époque. Cette idée d'un être qui transcende les polarités annonce les discours New Age sur l'androgynie, les flammes jumelles, la fusion des polarités masculines-féminines, la complétude intérieure. Balzac utilise un vocabulaire mystique, mais le thème est identique. 4. Les états modifiés de conscience. Séraphita vit des extases, des visions, des sorties de soi. Balzac parle de ravissement, transport, illumination. Aujourd'hui, on parlerait de sortie hors du corps, voyage astral, expérience mystique, canalisation. 5. La communication avec les mondes invisibles. Séraphita perçoit les anges, les esprits, les forces divines. Le roman décrit des dialogues intérieurs, des inspirations, des visions. C'est l'équivalent ancien du channeling, mais exprimé dans un langage religieux. Les thèmes absents ou embryonnaires. Certains concepts New Age n'existent pas encore dans Séraphita, car ils n'apparaîtront qu'avec la théosophie. 1. Le concept d'énergie. Balzac ne parle jamais des « énergies » au sens New Age. Il parle de force, vertu, influx, lumière, souffle. Le mot « énergie » existe au XIXe siècle, mais il est scientifique, pas spirituel. C'est la théosophie qui va spiritualiser ce terme. 2. La réincarnation. Séraphita ne parle pas de réincarnation au sens oriental ou New Age. Swedenborg croyait à la survie de l'âme, mais pas à la transmigration. Balzac suit cette ligne. L'âme évolue, mais dans un seul cycle de vie. La réincarnation New Age n'apparaîtra qu'avec Blavatsky. 3. Le vocabulaire astral. Le mot « astral » n'est pas utilisé. On parle de cieux, sphère, royaume, diable, force luciférienne ou satanique. Le mot astral viendra remplacer ces notions pour les inscrire dans une vision énergétique, au travers de la notion de vampirisme énergétique. Le concept des astral est une invention théosophique. Ce que Séraphita révèle sur la préhistoire du New Age. Le roman montre que les thèmes étaient déjà là, mais le langage n'existait pas encore, et la structure conceptuelle n'était pas unifiée. Balzac est un témoin d'une époque où l'Europe cherchait à exprimer l'invisible avec les mots de la religion, de la mystique et du romantisme. La théosophie va ensuite unifier ces idées, leur donner un vocabulaire nouveau adapté à la science, ou la Saint-Jean, créer une cosmologie cohérente, et préparer le terrain du New Age. Séraphita est donc un chaînon essentiel entre mystique chrétienne, Swedenborg, romantisme, occultisme, théosophie, New Age. 3. L'univers de Séraphita est l'un des lieux les plus fascinants où l'on peut observer, presque en direct, la transition entre la mystique chrétienne, le swedenborgisme, et ce qui deviendra plus tard le langage du New Age. Balzac y met en scène des expériences visionnaires, des dialogues avec des êtres invisibles, des états modifiés de conscience, mais avec un vocabulaire antérieur à celui de la théosophie. Cela nous montre comment on parlait du channeling avant que le mot n'existe. Prenons un passage précis du roman, pour voir comment Balzac formule ses idées, et comment ce langage préfigure le New Age sans encore en avoir les mots. Je vois dans l'article de Wikipédia consacré à Swedenborg, dont Balzac s'est finalement inspiré qu'à l'âge de 56 ans, il déclare être entré dans une phase spirituelle de sa vie et a des rêves et des visions mystiques, dans lesquels il discute avec des anges et des esprits, voire avec Dieu et Jésus-Christ, et visite le paradis et l'enfer. Donc on est dans un début d'intérêt pour la canalisation. Passage clé, l'extase de Séraphita. Tiré du chapitre où Séraphita décrit ses visions et ses contacts avec les sphères spirituelles. Voici un extrait représentatif. Je vois les anges,
Je converse avec eux, leurs paroles sont une lumière qui m'enveloppe. Je traverse les sphères où résident les esprits bienheureux. Je m'élève, porté par une force qui n'est point de ce monde. Ce passage est fondamental pour comprendre la préhistoire du New Age. 1. Le channeling, avant le mot. Balzac n'utilise évidemment pas le terme channeling ou canalisation, mais la structure est identique. Dialogue avec des êtres invisibles, je converse avec eux. Réception d'un message, leurs paroles sont une lumière. Transmission d'un savoir venu d'ailleurs, la lumière comme connaissance. Dans le New Age, on parlerait de guide spirituel, être de lumière, message vibratoire, canalisation. Balzac, lui, utilise le vocabulaire chrétien et swedenborgien. Ange, esprit, lumière, sphère. Le mécanisme cognitif est le même, seul le langage change. 2. La multidimensionnalité exprimée en sphère. Le passage dit « Je traverse les sphères où résident les esprits bienheureux ». Avant la théosophie, on ne parle pas de plan, dimension, astrale, éthérique. On parle de sphère, de cieux, de royaume, degré de perfection. C'est une cosmologie verticale, héritée du christianisme et de Swedenborg. La théosophie transformera cela en plan de conscience, plan astral, plan mental, plan causal. Cette dimension. Balzac est donc un témoin de la période juste avant l'apparition de ce vocabulaire. 3. L'énergie avant l'énergie. Balzac écrit « Je m'élève, porté par une force qui n'est point de ce monde ». Le mot énergie n'est pas encore spiritualisé. On parle de force, vertu, souffle, lumière, puissance. Cette force non terrestre est l'équivalent ancien de ce que le New Age appellera énergie vibratoire, fréquence, taux vibratoire, énergie subtile. Le concept existe, mais pas encore le mot. 4. La transformation intérieure. Séraphita est un être en transition, entre masculin et féminin, entre humain et ange, entre matière et esprit. Balzac décrit une métamorphose spirituelle, mais sans réincarnation. Il parle d'élévation, de purification, d'union au divin. Le New Age parlera de ascension, éveil, montée vibratoire, 5e dimension. La structure est la même, mais le langage est différent. 5. Les états modifiés de conscience. Le passage décrit une expérience d'extase. Vision, sortie de soi, perception d'autres plans, communication avec l'invisible. Aujourd'hui, on parlerait de sortie hors du corps, voyage astral, expérience mystique, canalisation consciente. Balzac utilise les mots de son époque. Ravissement, transport, illumination. Ce que révèle ce passage. Séraphita montre que les expériences du New Age existaient déjà au XIXe siècle, mais le langage n'existait pas encore. La théosophie va créer ce langage. Le New Age va le populariser. Balzac est donc un chaînon manquant entre Swedenborg, mystique romantique, magnétisme, spiritisme, théosophie, New Age. Il montre que l'humanité vivait déjà ces expériences, mais les exprimait autrement. 4. Une grille de lecture permet de comparer deux régimes de langage qui parlent des mêmes expériences humaines, mais avec des codes symboliques totalement différents. Balzac, héritier de Swedenborg, exprime l'invisible avec les mots de la mystique chrétienne et du romantisme. Le New Age, lui, utilise un vocabulaire spiritualisé issu de la théosophie, de l'occultisme et de la psychologie contemporaine. Mettre ces deux langages en parallèle éclaire la continuité historique entre les deux époques. Deux univers de langage. Balzac décrit l'invisible à travers des images religieuses, angéliques et lumineuses. Le New Age parle d'énergie, de vibration et de plans subtils. Les deux expriment des expériences visionnaires, mais avec des cadres conceptuels différents. Cette grille montre que les expériences décrites sont souvent les mêmes, mais que le langage change radicalement entre les deux époques. Ce que révèle cette comparaison. Balzac exprime une vision du monde où l'invisible est structuré, hiérarchisé, et lié à une théologie chrétienne transformée par Swedenborg. Le New Age reprend ses intuitions, mais les reformule dans un vocabulaire énergétique et psychologique. La théosophie joue un rôle central dans cette transformation en introduisant des termes comme astral, éthérique, karma ou plan. Une continuité historique. Cette grille montre que le New Age n'est pas une rupture, mais une évolution d'un imaginaire ancien. Les expériences visionnaires,
Les dialogues avec l'invisible et les états modifiés de conscience existaient déjà au XIXe siècle. Ce qui change, c'est la manière de les nommer et de les comprendre. Balzac se situe à un moment charnière où ses idées cherchent encore leur langage. Les analystes actuels du New Age laissent entendre qu'il serait représenté par des leaders, alors que mon hypothèse est qu'il est une manière de parler populaire, qui existait avant que la théosophie ou le New Thought, mouvement de la nouvelle pensée issue des USA, n'introduisent un langage néo-hindouiste. Le New Age n'est pas un mouvement né d'un fondateur ou d'une doctrine structurée, mais une manière de penser, un régime de croyance, un mode d'explication du monde qui s'inscrit dans une très longue histoire des mentalités. Les zététiques ont tendance à croire que le New Age résisterait à la science alors qu'il en est l'étape préalable. Si on voulait rendre les concepts qu'il utilise compatibles avec la science, il faudrait commencer par cerner de quelle réalité il parle. Les sociologues du XVIe siècle appelaient « pensée antérieure à l'esprit scientifique » ce mode de pensée. Tentons de comprendre ce qu'ils entendaient par là. Pour cela, il faut revenir à trois grandes traditions intellectuelles, Auguste Comte, Émile Durkheim et Lucien Lévy-Bruhl. Ensemble, ils ont posé les bases d'une théorie de la pensée dite pré-scientifique, qui éclaire parfaitement ce qu'on observe il me semble dans le New Age actuel. La vision du XIXe siècle, une pensée antérieure à la science. Les sociologues et philosophes de cette époque cherchaient à comprendre comment l'humanité était passée d'une pensée magique ou religieuse à une pensée métaphysique et philosophique, puis à une mode de pensée scientifique. Cette progression était vue comme une évolution de l'esprit humain, et non comme une simple succession historique. Or il semblerait qu'une coupure ait eu lieu, par quoi cette évolution ne s'est pas déroulée comme prévu. Le New Age n'est pas une résistance à cela, comme le croient ces analystes actuels, souvent mandatés par un christianisme laïcisé, s'autoproclamant scientifique, un scientisme matérialiste qui en a fait sa bête noire. C'est la science qui n'a pas su faire en sorte de nous doter d'outils pour faire accéder l'étude de ces domaines à une rationalité et une rigueur. Auguste Comte, la loi des trois états. Comte propose que l'esprit humain passe par trois états. Théologique, explication du monde par des forces invisibles, des esprits, des volontés. Métaphysique, explication par des entités abstraites, âme, essence, énergie vitale. Scientifique, explication par des lois, des relations observables, des causes mesurables. Ce qui est fascinant, c'est que le New Age se situe exactement entre les deux premiers états. Il n'est plus théologique au sens religieux traditionnel. Mais il reste métaphysique, énergie, vibration, mission de vie, loi invisible, etc. Comte aurait donc classé le New Age comme pensée archaïque métaphysique, une survivance d'un stade intermédiaire de l'esprit humain. Lucien Lévy-Bruhl, la pensée prélogique. Lévy-Bruhl, au début du XXe siècle, décrit ce qu'il appelle la pensée prélogique. Elle ne distingue pas clairement le naturel et le surnaturel. Elle accepte la contradiction. Elle fonctionne par participation mystique. Elle donne une valeur causale à des coïncidences. Elle privilégie l'intuition sur la démonstration. Cette description correspond presque point par point à ce qu'on observe dans le New Age contemporain. Lévy-Bruhl ne parlait évidemment pas du New Age, mais de société traditionnelle. Pourtant, son modèle éclaire parfaitement les mécanismes cognitifs du New Age moderne. Émile Durkheim, la pensée religieuse comme fait social. Durkheim montre que la pensée religieuse structure le monde en catégories, crée des forces invisibles, mana, sacré, énergie, donne du sens aux événements, organise la vie collective. Le New Age fonctionne exactement ainsi, mais sans institution, sans clergé, sans dogme. C'est une religiosité diffuse, individualisée, décentralisée, proche du protestantisme. Durkheim aurait vu dans le New Age une religion sans église, un fait social émerge. Ce que cela change pour notre hypothèse. On peut donc affirmer que le New Age n'est pas un mouvement doctrinal, mais un régime cognitif. Il correspond à ce que Comte appelait l'état métaphysique. Il fonctionne comme la pensée prélogique de Lévy-Bruhl. Il remplit les fonctions sociales décrites par Durkheim. Il prolonge des formes de pensée du XXe siècle. Magnétisme, spiritisme, occultisme, romantisme mystique. Il est la modernisation d'une pensée pré-scientifique, mais adaptée à l'individualisme contemporain. Il accompagne un mouvement d'émancipation du collectif, à la suite des mésaventures collectivistes du communisme. Il nous faut donc reprendre le travail là où Gaston Bachelard s'était arrêté. Appliquer l'épistémologie historique au XIXe siècle lui-même, et non seulement au seul mode de pensée issu du Moyen-Âge comme lui l'a fait. « 5. Le cas de Swedenborg est intéressant car il se situe à une époque encore antérieure à Balzac, dans un environnement chrétien.
Il occupe une place charnière dans l'histoire des idées spirituelles occidentales, et comprendre sa religion et sa philosophie permet de saisir pourquoi il a servi de passerelle entre la mystique chrétienne, l'occultisme du IXe siècle, et plus tard, l'imaginaire du New Age. Origine religieuse de Swedenborg. Swedenborg est issu d'un milieu protestant luthérien. Son père, Jesper Swedberg, était un théologien influent, professeur de théologie et plus tard évêque de Skara Britannica. Cette formation luthérienne marque profondément son rapport à la Bible, qu'il considère comme un texte à plusieurs niveaux de lecture, dont un sens spirituel caché. Sa trajectoire intellectuelle. Swedenborg commence comme scientifique, ingénieur, anatomiste et astronome. Ce n'est qu'à 53 ans, en 1741, qu'il entre dans ce qu'il appelle sa « phase spirituelle », marquée par des rêves, des visions et des dialogues avec des anges et des esprits. Il affirme que ses « sens spirituels » se sont ouverts, lui permettant d'être conscient du monde spirituel comme du monde matériel. Cette bascule est essentielle. Elle inaugure une forme de channeling avant la lettre, mais exprimée dans un langage chrétien. Le fait qu'il soit de formation scientifique ne semble à l'époque pas être associé à la nécessité de fuir ces thématiques. Les fondements de sa philosophie. Swedenborg développe une pensée que l'on peut qualifier d'ésotérisme chrétien, centrée sur plusieurs idées majeures. Correspondance. Le monde matériel et le monde spirituel sont liés par des correspondances. Chaque réalité visible a un équivalent invisible. Cette idée influencera profondément Balzac, Baudelaire et tout le symbolisme européen. Monde spirituel. Il décrit plusieurs niveaux de réalité, ciel, enfer et un monde intermédiaire. Il affirme les visiter consciemment, guidé par des anges. Son ouvrage Heaven and Hell, 1758, devient la référence de cette cosmologie. Interprétation mystique de la Bible. Pour Swedenborg, les Écritures ont un sens intérieur, accessible par illumination. Il écrit plus de 30 volumes d'exégèse mystique, souvent anonymement. Christologie et théologie. Il propose une vision de la Trinité comme une seule personne, ce qui le distingue du luthéranisme classique et lui vaut des accusations d'hérésie. Influence et postérité. Après sa mort, ses disciples fondent la New Church, ou Église de la Nouvelle-Jérusalem, qui diffuse sa pensée en Europe et aux États-Unis. Son influence touche des écrivains comme Balzac, Emerson, Baudelaire et Yeats. Importance pour notre étude du New Age. Swedenborg représente un moment clé où les expériences visionnaires deviennent systématisées. Le contact avec les anges devient méthodique. La cosmologie invisible est structurée. Le langage reste chrétien, mais les concepts annoncent l'occultisme moderne. Il est donc un chaînon essentiel entre la mystique chrétienne, le romantisme, le spiritisme et la théosophie. Il est intéressant de voir que Swedenborg a au départ une formation scientifique et qu'à son époque, manier de tels concepts ne semblait pas paradoxal pour un scientifique. Comment l'expliquer? Qu'est-ce qui, dans la vision chrétienne luthérienne, permettait d'envisager ces thèmes comme légitimes? 6. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que Balzac a été inspiré par Swedenborg, qui était un scientifique mystique. À l'époque, au XVIIIe siècle, on n'opposait pas encore comme on le fait aujourd'hui la dimension mystique de la dimension matérialiste, car on les considérait comme reliés. C'est la science qui va imposer cette dichotomie, ce qui paradoxalement va arranger le catholicisme, qui verra l'occasion de lutter contre son pire ennemi de l'époque, fin XIXe siècle, la théosophie. Amusant de voir que science et religion peuvent parfois se faire complices quand il s'agit de lutter contre l'émancipation de l'individu. L'environnement intellectuel dans lequel Swedenborg évolue permet de comprendre pourquoi un scientifique de son époque pouvait manier sans contradiction des concepts que nous associons aujourd'hui au mysticisme. Plusieurs couches historiques, religieuses et culturelles rendent cela possible et montrent comment un scientifique luthérien du XVIIIe siècle pouvait considérer légitimes des expériences visionnaires, des dialogues avec des anges ou des explorations du monde spirituel. Étudions un instant le parcours de celui qui pourrait être regardé comme un précurseur du futur New Age, qui en constitue la préhistoire en quelque sorte. Un christianisme luthérien ouvert à l'expérience intérieure. Le luthéranisme dans lequel Swedenborg est formé accorde une place centrale à la lecture personnelle de la Bible, à la relation directe avec Dieu et à l'expérience intérieure de la foi. Son père, Jesper Swedberg, était un évêque influent et un théologien engagé, ce qui a fortement marqué son éducation religieuse. Swedenborg est ainsi élevé dans un milieu où la réflexion spirituelle et la quête de sens sont valorisées. Cette tradition ne rejette pas l'idée que Dieu puisse se révéler à l'individu par des visions ou des illuminations. Au contraire, elle considère que l'esprit peut agir directement dans le cœur du croyant. Cela ouvre la porte à une légitimation des expériences mystiques. Une formation scientifique qui n'exclut pas le spirituel.
Swedenborg est un polymathe, ingénieur, astronome, anatomiste, philosophe et théologien. Il mène une carrière scientifique prolifique avant d'entrer dans sa phase mystique à l'âge de 53 ans, où il commence à vivre des rêves et des visions. Wikipédia. Au XVIIIe siècle, la frontière entre science et spiritualité n'est pas aussi nette qu'aujourd'hui. Les savants cherchent encore à comprendre l'ordre du monde dans une perspective unifiée, où le naturel et le surnaturel ne sont pas opposés mais complémentaires. La science est perçue comme un moyen d'explorer la création divine, et non comme une rupture avec la foi. Une philosophie fondée sur les correspondances. Swedenborg développe une philosophie où le monde matériel et le monde spirituel sont liés par des correspondances. Cette idée, héritée de la mystique chrétienne et de la pensée symbolique, affirme que chaque réalité visible a un équivalent invisible. Cette vision permet de penser l'invisible de manière rationnelle. Les visions et les dialogues avec les anges ne sont pas des hallucinations, mais des accès à un niveau plus profond de la réalité. Une mission spirituelle vécue comme un prolongement de la science. Swedenborg affirme que sa mission est de révéler le sens intérieur de la Bible et de rétablir le lien entre le monde naturel et le monde spirituel. Il publie de nombreux ouvrages théologiques, dont Secret of Heaven et Heaven and Hell, où il décrit ses expériences dans l'au-delà. Pour lui, il ne s'agit pas d'abandonner la science, mais de l'étendre, comprendre les lois du monde spirituel comme on comprend celles du monde matériel. Une époque où la mystique et la science coexistent. Le XVIIIe siècle est une période de transition où les idées scientifiques modernes émergent, mais où les traditions mystiques et religieuses restent très présentes. Les savants peuvent encore croire que l'univers est structuré par un ordre divin et que l'esprit humain peut accéder à des vérités spirituelles par des visions ou des illuminations. Swedenborg incarne cette synthèse, un scientifique qui considère ses expériences mystiques comme une exploration légitime d'un autre aspect de la réalité. L'influence de Swedenborg sur Balzac, puis sur le spiritisme et la théosophie, forme une véritable généalogie de la pensée ésotérique occidentale. En retraçant cette filiation, on voit comment une mystique chrétienne du XVIIIe siècle a pu devenir, un siècle plus tard, l'un des socles conceptuels du New Age. Cette continuité n'est pas linéaire, mais elle est profonde. Elle passe par des thèmes, des images, des structures mentales et des modes d'expérience qui se transmettent d'époque en époque, en changeant simplement de langage. Swedenborg comme source d'un imaginaire spirituel nouveau. Swedenborg développe une vision du monde où le visible et l'invisible sont liés par des correspondances, où les anges et les esprits sont des réalités accessibles, et où l'âme peut voyager dans des sphères spirituelles. Cette cosmologie, formulée dans un langage chrétien, propose une structure du réel qui dépasse la théologie traditionnelle. Elle introduit l'idée que l'être humain peut expérimenter directement les mondes spirituels, sans médiation institutionnelle. Cette approche ouvre la voie à une spiritualité fondée sur l'expérience personnelle, la vision intérieure et la communication avec l'invisible. Elle prépare le terrain pour des mouvements qui valoriseront l'intuition, la médiumnité et la révélation individuelle. En 1724, Swedenborg décline la chaire de mathématiques que lui proposait l'université d'Uppsala et qui était vacante depuis la mort de Niels Celsius. Il veut en effet se consacrer à son grand projet, les Principia, qui l'occupera durant 12 ans. Il est le premier à émettre l'hypothèse de la formation du système solaire. Il énonce une théorie moderne de l'atome, décrit la nature de la Voie lactée, précédant celle de Buffon et de Laplace, propose une théorie ondulatoire de la lumière et une théorie cinétique de la chaleur. Il publie une méthode de calcul des longitudes suivant l'observation des phases de la Lune, étudie la formation des marées, s'intéresse à la cristallographie et à la métallurgie, ainsi qu'au magnétisme et à l'électricité, devançant les travaux de Franklin et de Faraday. En octobre 1733, il publie à Leipzig les 3 tomes de Opera Philosophica et Mineralia qu'il fera paraître en version révisée à Dresde en 1734. Le tome premier s'intitule Principes des choses naturelles et nouvel essai d'un exposé philosophique du monde élémentaire. Cet ouvrage lui vaut reconnaissance et honneur. La même année, il publie à Dresde l'Infini, la cause finale de la nature et le lien de l'âme et du corps. Essai sur la cause finale de la création, ainsi que le mécanisme de l'âme et du corps. 7. Balzac comme passeur littéraire. Balzac lit Swedenborg et s'en inspire pour créer des personnages qui vivent des expériences visionnaires, comme Séraphita. Il transpose ses idées dans un cadre romanesque, ce qui leur donne une dimension psychologique et existentielle. Les sphères spirituelles deviennent des lieux de passage, les anges des interlocuteurs, et l'élévation intérieure un processus vécu par des êtres humains. Cette mise en scène littéraire rend ces idées accessibles à un public plus large. Balzac amplifie ces thèmes, les dramatise et les intègre dans une réflexion sur la condition humaine. Il devient ainsi un relais entre la mystique chrétienne et les courants ésotériques qui émergent à son époque. Le spiritisme d'Allan Kardec reprend certains éléments de Swedenborg, notamment l'idée que les esprits peuvent communiquer avec les vivants. Kardec systématise ses expériences en élaborant une doctrine structurée,
fondée sur des séances, des messages et des lois spirituelles. Il introduit la réincarnation et propose une vision morale de l'évolution de l'âme. Le spiritisme transforme ainsi une expérience mystique individuelle en un mouvement collectif, avec ses pratiques, ses règles et ses croyances. Il popularise l'idée que l'invisible est accessible et que les esprits peuvent guider les vivants. La théosophie de Blavatsky reprend ces thèmes et les reformule dans un langage nouveau, emprunté aux traditions orientales et à l'occultisme. Elle introduit des concepts comme les plans subtils, l'astral, le karma et l'évolution spirituelle. Elle propose une cosmologie unifiée où l'univers est structuré en niveaux de réalité, accessible par l'initiation et la connaissance intérieure. La théosophie donne ainsi un cadre conceptuel à des idées qui circulaient déjà de manière dispersée. Elle crée un vocabulaire qui sera repris par le New Age, et qui permet de parler de l'invisible en termes d'énergie, de vibration et de conscience. Swedenborg, Balzac, le spiritisme et la théosophie partagent une même intuition. L'être humain peut accéder à des réalités invisibles et y trouver un sens à son existence. Ce qui change, c'est la manière de nommer ces expériences et de les organiser. Le langage chrétien de Swedenborg devient symbolique chez Balzac, méthodique chez Kardec, et énergétique chez Blavatsky. Cette évolution montre que le New Age n'est pas une rupture, mais l'héritier d'une longue tradition de pensée spirituelle occidentale. Il reprend des thèmes anciens, les reformule dans un vocabulaire contemporain, et les adapte aux besoins de l'individu moderne. La théosophie a joué un rôle décisif dans la transformation du langage de l'invisible. Elle a pris un ensemble d'expériences mystiques, visionnaires ou médiumniques déjà présentes chez Swedenborg, Balzac, les magnétistes et les spirites, et elle les a reformulées dans un système énergétique structuré, qui deviendra la matrice du New Age. Cette mutation n'est pas seulement terminologique. Elle change la manière même de penser le spirituel. Le passage d'un langage religieux à un langage énergétique. Avant la théosophie, l'invisible est décrit avec des mots issus du christianisme ou du romantisme. Ange, esprit, cieux, sphère, illumination, extase. La théosophie remplace ces images par un vocabulaire inspiré du néoplatonisme, de l'hindouisme et du bouddhisme, et par une cosmologie à plusieurs niveaux. Elle introduit l'idée de plans de réalité interconnectés, chacun correspondant à un degré de subtilité. Cette notion de plan est popularisée par H.P. Blavatsky et systématisée par Annie Besant et C.W. Leadbeater, qui décrivent sept plans principaux allant du physique au divin. Les nouveaux concepts introduits. Plan de conscience, physique, astral, mental, causal, bouddhique, etc. Corps subtil, éthérique, astral, mental, causal. Énergie, force créatrice émanant du divin, conceptualisée comme vibration ou lumière. Évolution spirituelle, progression de l'âme à travers les plans. Karma et réincarnation, intégrés dans une vision globale de l'évolution. Ces notions permettent de parler de l'invisible sans recourir au vocabulaire chrétien uniquement axé sur la personne de Jésus. Elles créent un langage universalisant, qui va au-delà du christianisme comme vision théocentrique, compatible avec les sciences émergentes et les philosophies orientales. L'astral comme pivot du système. Le plan astral devient un élément central de la cosmologie théosophique. C'est lui qui va remplacer le problème du mal réduit à la notion de diable dans le christianisme. Blavatsky le décrit comme un niveau de réalité immédiatement supérieur au physique, où se déroulent les rêves, les visions et les perceptions médiumniques. Elle le considère comme un plan instable et trompeur, reflétant indistinctement le vrai et le faux. Besant et Leadbeater affinent cette description en le présentant comme un plan émotionnel, accessible aux clairvoyants et aux médiums. Cette conceptualisation de l'astral transforme les expériences visionnaires en phénomènes situés dans un cadre énergétique cohérent. Elle permet d'expliquer les rêves, les sorties hors du corps et les perceptions extrasensorielles comme des déplacements de la conscience dans un plan subtil. Une cosmologie hiérarchisée et dynamique. La théosophie propose une vision du cosmos où les plans s'interpénètrent et où la matière devient progressivement plus dense en descendant vers le plan physique. Cette idée d'une émanation divine qui se matérialise à travers des niveaux de plus en plus denses est au cœur de la cosmologie théosophique. Elle offre un cadre pour comprendre l'évolution de la conscience comme un mouvement ascendant à travers ces plans. Cette structure hiérarchisée permet de situer chaque expérience spirituelle dans un système global. Elle donne un sens à la progression de l'âme et à la diversité des phénomènes psychiques. Le New Age reprendra cette cosmologie en la simplifiant et en la psychologisant. Les plans deviennent des dimensions, les corps subtils des champs énergétiques, et l'évolution spirituelle une montée vibratoire.
L'astral devient un espace de voyage, de rencontre avec des guides et d'exploration intérieure sans avoir à réduire le droit au spirituel à la figure de Jésus. Le langage théosophique se transforme en un vocabulaire plus accessible, mais conserve la structure fondamentale héritée de Blavatsky, Besan et Leadbeater. Cette transformation montre comment la théosophie a servi de pont entre les expériences mystiques des XVIIIe et XIXe siècles et les pratiques énergétiques du New Age. Elle a créé un langage qui permet de penser l'invisible en termes de vibration, de fréquence et de conscience, ouvrant la voie à une spiritualité individualisée et universalisante, sans nécessité de recourir à des textes abscons qui demandent des années d'études de théologie pour être compris. 8. La théosophie se présente comme une synthèse universelle des religions, mais dans les faits, elle puise de manière très inégale dans les traditions du monde. Ces sources diverses montrent bien cette asymétrie. L'hindouisme est de loin la matrice principale, tandis que l'Égypte ancienne, le bouddhisme ou le christianisme ésotérique servent davantage de réservoirs symboliques que de véritables fondements doctrinaux. Cette hiérarchie des influences explique pourquoi la réincarnation devient le pivot du système théosophique, alors qu'elle n'est pas universelle dans les religions du monde. Origine religieuse de la théosophie. La théosophie naît dans un contexte où l'Occident découvre massivement les textes indiens. Les travaux d'indianistes, les traductions des Upanishads et de la Bhagavad Gita, et l'intérêt pour le yoga créent un climat intellectuel favorable à une spiritualité orientalisante. Blavatsky s'inscrit dans ce mouvement et présente l'hindouisme comme la source la plus ancienne et la plus pure de la sagesse ésotérique. Des analyses soulignent que la théosophie dépend fortement des traditions orientales, en particulier hindoues, ce qui reflète le climat culturel de son époque. Influence de l'hindouisme. La théosophie reprend plusieurs concepts clés de l'hindouisme. Karma et réincarnation, présentés comme des lois universelles de l'évolution de l'âme. Samsara, le cycle des renaissances, interprété comme un processus d'apprentissage spirituel. Corps subtil et plan de conscience, inspiré des écoles du Vedanta, du Skya et du yoga. Maya, l'illusion du monde matériel, reprise dans une perspective ésotérique. Les doctrines hindoues fournissent ainsi l'ossature philosophique du système théosophique. La réincarnation y occupe une place centrale, considérée comme l'un des principaux enseignements de la théosophie moderne. Influence de l'Égypte ancienne. Blavatsky évoque l'Égypte dans Isis dévoilée, mais davantage comme un symbole d'une sagesse primordiale que comme une source doctrinale structurée. Elle s'appuie sur des parallèles entre l'Inde et l'Égypte pour suggérer une origine commune des civilisations, mais ces rapprochements relèvent plus de la spéculation que de l'histoire. Des textes théosophiques tardifs tentent de montrer des liens entre l'Inde ancienne et l'Égypte, mais ces comparaisons servent surtout à renforcer l'idée d'une tradition ésotérique universelle. La réincarnation comme point commun apparent. La réincarnation semble être le fil rouge reliant l'hindouisme, le bouddhisme, certaines traditions ésotériques occidentales et la théosophie. Cependant, cette idée n'est pas universelle. Elle est absente des premières traditions védiques. Elle n'existe pas dans le judaïsme classique, le christianisme ou l'islam. Elle n'est pas centrale dans l'Égypte ancienne, où la survie de l'âme suit un autre modèle. La théosophie universalise la réincarnation en la présentant comme une vérité commune à toutes les religions, alors qu'elle est en réalité spécifique à certaines traditions. Cette universalisation permet de créer un système cohérent, où l'évolution de l'âme devient le moteur de la spiritualité. Une synthèse orientalisante. La théosophie construit une synthèse où l'hindouisme fournit la structure doctrinale. Le bouddhisme apporte une dimension éthique et psychologique. L'Égypte ancienne sert de symbole d'une sagesse primordiale. Le christianisme ésotérique offre un cadre familier aux lecteurs occidentaux. Cette synthèse crée un langage spirituel nouveau, fondé sur l'énergie, la vibration et l'évolution de la conscience, qui deviendra central dans le New Age. 9. L'opposition du christianisme. La théosophie a profondément dérangé le christianisme parce qu'elle a introduit, au cœur même de la culture occidentale, des concepts qui contredisaient directement les fondements doctrinaux du christianisme historique. Pourtant, elle émerge dans un contexte où le protestantisme et en particulier le luthéranisme avaient déjà ouvert la porte à une spiritualité plus intérieure, plus individuelle, moins dépendante de l'autorité ecclésiale. C'est cette tension qui rend la théosophie si intéressante. Elle naît dans un terreau chrétien, mais elle en subvertit les catégories de l'intérieur. Une crise du christianisme qui prépare le terrain. Le XIXe siècle européen est marqué par une crise profonde du christianisme. Les découvertes scientifiques, l'évolution darwinienne, la critique historique de la Bible et l'archéologie mettent à mal la lecture littérale des Écritures. Beaucoup d'Européens instruits ne veulent plus d'un christianisme dogmatique, mais ne veulent pas non plus renoncer à la spiritualité. C'est dans ce contexte que la théosophie apparaît comme une alternative séduisante,
proposant une sagesse universelle plus compatible avec la science et l'évolution. Ce que la théosophie introduit et qui contredit le christianisme. Plusieurs concepts théosophiques sont en rupture directe avec la doctrine chrétienne traditionnelle. Réincarnation. La théosophie affirme que l'âme se réincarne à travers de nombreuses vies pour évoluer spirituellement. Cela contredit le christianisme, qui enseigne une seule vie suivie d'un jugement définitif. La réincarnation devient un pilier de la théosophie, emprunté à l'hindouisme et au bouddhisme. Le karma remplace la notion chrétienne de péché et de grâce. Au lieu d'un salut offert par Dieu, la théosophie propose une loi impersonnelle de cause à effet qui régit l'évolution de l'âme. Cela remet en cause la centralité du Christ comme médiateur. Évolution spirituelle. La théosophie intègre l'évolution darwinienne dans une vision spirituelle. La conscience progresse à travers les vies vers un état de perfection. Cette idée est incompatible avec la théologie chrétienne, qui ne conçoit pas l'âme comme évolutive mais comme sauvée ou perdue. La théosophie affirme que toutes les religions partagent une même source de sagesse ancienne. Cela contredit l'exclusivité chrétienne, qui affirme que la vérité ultime se trouve en Christ seul. Elle présente l'hindouisme comme une tradition plus ancienne et plus profonde que le christianisme, ce qui choque les autorités religieuses. Pourquoi cela dérange particulièrement le christianisme, malgré ses racines protestantes? Le protestantisme, et en particulier le luthéranisme, avait déjà introduit plusieurs éléments qui ont préparé le terrain à la théosophie. Une valorisation de l'expérience intérieure. Une lecture personnelle des Écritures. Une méfiance envers l'autorité ecclésiale. Une ouverture à la subjectivité spirituelle. Mais la théosophie franchit une limite que le protestantisme ne pouvait pas accepter. Elle dissout le christianisme dans une synthèse universelle. Elle ne se contente pas de réformer la foi chrétienne, elle la relativise. Une synthèse orientalisante qui déplace le centre de gravité. La théosophie emprunte massivement à l'hindouisme karma, réincarnation, plan subtil, évolution de la conscience et présente ses idées comme la vraie sagesse universelle. Les chercheurs notent que la théosophie dépend fortement des traditions hindoues et qu'elle reflète le climat orientaliste de son époque. L'Égypte ancienne, quant à elle, sert surtout de symbole d'une sagesse primordiale, mais n'est pas une source doctrinale majeure. Le point commun apparent, la réincarnation. La théosophie affirme que la réincarnation est le point commun de toutes les religions, mais historiquement c'est faux. Elle n'existe pas dans le judaïsme classique, le christianisme, l'islam, la religion égyptienne ancienne, qui a une autre conception de l'au-delà. La théosophie universalise la réincarnation pour créer un système cohérent, mais elle le fait en réinterprétant les traditions plutôt qu'en les reflétant fidèlement. Une rupture née d'une continuité. La théosophie dérange le christianisme, parce qu'elle pousse à l'extrême une dynamique née dans le protestantisme. La spiritualité individuelle, la quête intérieure, la lecture personnelle du sacré. Elle transforme cette dynamique en un système où le Christ n'est plus central, où la Bible n'est plus unique, et où l'âme n'est plus sauvée mais évolue. Nous touchons ici à un point clé. La théosophie n'est pas un rejet du christianisme, mais une mutation née de sa crise interne. L'impact de la théosophie sur le langage spirituel moderne se comprend vraiment quand on la replace dans la chaîne historique que nous explorons ici. Swedenborg, Balzac, magnétisme, spiritisme, occultisme, théosophie, New Age. La théosophie n'arrive pas comme une rupture, mais comme une mutation linguistique et conceptuelle qui restructure tout ce qui précède. Elle transforme des expériences mystiques, visionnaires ou médiumniques en un système énergétique global, et c'est cette transformation qui va irriguer le New Age. Une mutation du langage spirituel. La théosophie remplace les catégories religieuses traditionnelles par un vocabulaire cosmologique et énergétique. Là où Swedenborg parlait d'anges, de cieux et de correspondance, Blavatsky introduit des plans, des corps subtils, des vibrations et des énergies. Cette mutation permet de parler de l'invisible dans un langage qui semble compatible avec la science émergente, tout en conservant une dimension mystique. Ce que la théosophie change profondément. Les cieux deviennent des plans de conscience. Les anges deviennent des maîtres ou des êtres évolués. Les visions deviennent des perceptions astrales. La grâce devient une énergie subtile. Le salut devient une évolution vibratoire. Cette transformation crée un langage universalisant, qui permet de penser l'invisible en termes quasi scientifiques. Influence sur le spiritisme. Le spiritisme d'Allan Kardec précède la théosophie, mais il est profondément transformé par elle.
Kardec parle d'esprit, de communication et de réincarnation, mais dans un langage moral et chrétien. La théosophie introduit une cosmologie plus complexe, avec des plans subtils et des corps énergétiques, qui donnent un cadre plus structuré au phénomène spirit. Ce que la théosophie apporte au spiritisme. Une hiérarchie des plans, physique, astral, mental. Une description des corps subtils, éthériques, astral, mental. Une vision évolutive de l'âme à travers les vies. Une interprétation énergétique des phénomènes médiumniques. Le spiritisme devient ainsi un élément d'un système plus vaste, où les communications avec les esprits s'inscrivent dans une cosmologie énergétique. 10 influences sur les mouvements ésotériques européens. La théosophie irrigue tout l'occultisme européen du XIXe siècle. Les sociétés secrètes, les cercles ésotériques et les mouvements mystiques adoptent son vocabulaire et ses concepts. L'idée de plans subtils, de corps énergétiques et d'évolution spirituelle devient centrale dans ces milieux. Exemple d'influence. La Golden Dawn reprend les plans et les corps subtils dans ses rituels. Les Rosicruciens adoptent la notion d'évolution de la conscience. Les occultistes français intègrent l'astral dans leurs pratiques magiques. La théosophie devient ainsi la matrice de l'occultisme moderne. Naissance du langage énergétique du New Age. Le New Age hérite directement de la théosophie, mais en simplifiant et en psychologisant ses concepts. Les plans deviennent des dimensions, les corps subtils des champs énergétiques, et l'évolution spirituelle une montée vibratoire. Le langage énergétique permet de parler de l'invisible sans recourir aux catégories religieuses traditionnelles, ce qui rend la spiritualité plus universelle et plus compatible avec la psychologie moderne. Ce que le New Age reprend de la théosophie. La réincarnation comme loi universelle. Le karma comme principe moral impersonnel. Les plans subtils comme niveau de conscience. L'énergie comme principe unificateur. L'évolution spirituelle comme but ultime. Le New Age devient ainsi l'héritier direct de la théosophie, en adaptant son langage à un public plus large. Chaque époque reformule les mêmes expériences spirituelles parce qu'elle ne dispose jamais du même langage, du même imaginaire, ni du même cadre intellectuel pour les penser. Ce qu'on observe depuis Swedenborg jusqu'au New Age, c'est une continuité d'expériences, visions, extase, dialogue avec l'invisible, intuition d'autres plans, mais une mutation radicale du vocabulaire qui les exprime. Cette mutation est l'un des fils conducteurs les plus puissants pour comprendre la préhistoire du New Age. Une même expérience, 4 langages successifs. Les expériences spirituelles profondes ne changent pas fondamentalement. Ce sont les mots, les images et les cadres conceptuels qui se transforment. Voici une grille qui montre comment un même vécu intérieur se traduit différemment selon les époques. 1. Langage chrétien mystique, Swedenborg, XVIIIe siècle. L'invisible est décrit avec les catégories religieuses héritées du christianisme. Ange, esprit, démon, cieux, enfer, sphère. Illumination, extase, ravissement. Correspondance entre visible et invisible. Révélation comme source de connaissance. L'expérience visionnaire est pensée comme un accès à un monde spirituel structuré par Dieu. 2. Langage romantique et symbolique, Balzac, XIXe siècle. Les mêmes expériences deviennent des phénomènes psychologiques, poétiques ou métaphysiques. Êtres intermédiaires, Séraphita. Transfiguration, élévation, pureté. Sphère spirituelle plutôt que cieux. Vision intérieure, transport, illumination. Androgynie spirituelle, correspondance universelle. Le religieux se transforme en mystique littéraire, mais les thèmes restent identiques. 3. Langage spirit et occultiste, Kardec, fin XIXe siècle. Les expériences deviennent des phénomènes quasi scientifiques. Esprit désincarné. Manifestation, table tournante, message. Périsprit, corps subtil. Réincarnation comme loi morale. Échelle des esprits, évolution. Le vocabulaire se rationalise. On classe, on mesure, on codifie. 4. Langage théosophique, Blavatsky, Besan, Leadbeater. C'est ici que naît le langage énergétique moderne. Plan de conscience, physique, astral, mental. Corps subtil, éthérique, astral, causal. Vibration, densité, énergie subtile. Évolution de la conscience. Karma et réincarnation comme lois universelles. La théosophie transforme l'invisible en un système cosmologique structuré, pseudo-scientifique, universalisant. 5. Langage New Age, 20e et 21e siècle. Le système théosophique est simplifié, psychologisé et popularisé. Énergie, fréquence, taux vibratoire. Dimension, plan, multidimensionnalité.
guide, être de lumière, channeling. Mission de vie, éveil, ascension. Travail énergétique, chakra, aura. Le vocabulaire devient accessible, flexible, compatible avec la psychologie et la culture populaire. Ce que cette évolution révèle. 3 constantes traversent toutes les époques. 1. Les expériences humaines sont les mêmes. Vision, intuition, extase, impression d'un au-delà, sentiment d'être guidé. Ce sont des invariants anthropologiques. 2. Le langage change selon le cadre culturel. Christianisme ange, cieux. Romantisme symbole, extase. Spiritisme esprit, manifestation. Théosophie plan, énergie. New Age vibration, multidimensionnalité. Chaque époque traduit l'invisible dans ses propres catégories. 3. Le New Age n'invente rien, il reformule. Il hérite des expériences anciennes, mais les exprime dans un langage énergétique moderne, débarrassé des dogmes religieux. Conclusion. Le New Age n'est pas un mouvement apparu ex nihilo, mais la dernière version d'une longue tradition occidentale de mise en langage de l'invisible. Ce qui change, ce n'est pas l'expérience, mais la grammaire qui permet de la penser. 11. Voici une ligne du temps structurée qui montre comment les mêmes expériences spirituelles, vision, contact avec l'invisible, intuition d'autres plans, transformation intérieure sont reformulées à chaque époque dans un langage différent, selon les cadres religieux, philosophiques ou culturels disponibles. Elle donne une vue d'ensemble de la généalogie du New Age, en montrant comment un même noyau d'expérience traverse les siècles sous des vocabulaires successifs. Ligne du temps, une même expérience, 5 langages. 1. 18e siècle Swedenborg, le langage chrétien mystique. Cadre, protestantisme luthérien, mystique visionnaire. Expérience, vision, extase, dialogue avec des anges, voyage dans l'au-delà. Idée clé, l'invisible est structuré par Dieu, accessible par illumination. 2. Début 19e siècle Balzac, le langage romantique et symbolique. Cadre, romantisme mystique, influence swedenborgienne. Expérience, extase, vision, êtres intermédiaires, état modifié de conscience. Idée clé, l'invisible devient une expérience intérieure, poétique, psychologique. 3. Milieu du 19e spiritisme, le langage pseudo-scientifique. Cadre, positivisme, fascination pour les phénomènes, codification des séances. Expérience, table tournante, message, médiumnité. Idée clé, l'invisible devient un phénomène observable, classable, mesurable. 4. Fin du 19e siècle Théosophie, le langage énergétique et cosmologique. Cadre, syncrétisme orientalisant, occultisme, pseudoscience. Expérience, clairvoyance, voyage astro, contact avec les maîtres. Idée clé, l'invisible devient un système énergétique structuré, universel. 5. 20e et 21e siècle New Age, le langage psychologique et vibratoire. Cadre, psychologie humaniste, culture pop, individualisme spirituel. Expérience, channeling, voyage intérieur, synchronicité, guérison énergétique. Idée clé, l'invisible devient un champ énergétique personnel, psychologique, accessible à tous. Ce que révèle cette ligne du temps. Les expériences humaines sont constantes, vision, intuition d'un au-delà, sentiment d'être guidé, transformation intérieure. Le langage change selon l'époque, religieux, symbolique, pseudo-scientifique, énergétique, psychologique. Le New Age n'invente rien. Il hérite d'une longue tradition occidentale de reformulation de l'invisible. La théosophie est le pivot. C'est elle qui transforme l'invisible en un système énergétique, matrice du New Age. 12. Voici une cartographie structurée des invariants anthropologiques qui traversent toutes les époques, de Swedenborg au New Age, et qui montre que les expériences décrites comme énergétiques ou multidimensionnelles, aujourd'hui sont en réalité des phénomènes humains très anciens, simplement reformulés dans des langages successifs. Invariants anthropologiques, ce qui ne change jamais. Les traditions spirituelles, mystiques et ésotériques décrivent depuis des millénaires un petit nombre d'expériences fondamentales. Elles sont universelles, transhistoriques, présentes dans toutes les cultures. Ce sont elles qui constituent le « noyau dur » que chaque époque traduit dans son propre vocabulaire. 1. État modifié de conscience. Ces états incluent l'extase, la transe, la méditation profonde, l'hypnose naturelle, les rêves lucides. Ils produisent des sensations d'expansion, de dissolution du moi, de vision intérieure. Antiquité, mania, enthousiasmo, oracle.
Moyen Âge, extase mystique, ravissement. Swedenborg, vision, illumination. Balzac, transport, ravissement. Spiritisme, transmédiumnique. Théosophie, clairvoyance, perception astrale. New Age, voyage astral, channeling, 5D. Invariant, l'humain expérimente des états de conscience non ordinaires et les interprète selon son époque. 2. Dissociation et sentiment de sortie du corps. Beaucoup de traditions décrivent des expériences où la conscience semble se détacher du corps physique. Égypte ancienne, Ba et Ka. Platon, séparation de l'âme. Swedenborg, visite consciente du ciel et de l'enfer. Spiritisme, périsprit. Théosophie, corps astral. New Age, OBE, projection astrale. Invariant, l'impression d'être hors de soi est universelle, mais son interprétation change. 3. Intuition et sentiment de guidance. Les humains ont toujours ressenti des impulsions, des inspirations, des voix intérieures. Antiquité, démon personnel. Christianisme, ange gardien. Swedenborg, ange et esprit. Spiritisme, guide spirituel. Théosophie, maîtres ascensionnés. New Age, guide, être de lumière, ig et self. Invariant, l'impression d'être guidé par une présence invisible. 4. Rêves lucides et visions nocturnes. Les rêves intenses, symboliques ou lucides sont interprétés comme des messages. Antiquité, oniromancie. Moyen Âge, songe divin. Swedenborg, rêves initiatiques. Spiritisme, communication nocturne. Théosophie, activité astrale pendant le sommeil. New Age, rêve lucide, voyage onirique. Invariant, le rêve est perçu comme un espace de contact avec l'invisible. 5. Expérience de synchronicité. Les humains remarquent des coïncidences significatives et leur donnent un sens. Antiquité, signe, présage. Christianisme, providence. Romantisme, correspondance. Spiritisme, message des esprits. Théosophie, lois occultes. New Age, synchronicité, alignement. Invariant, la tendance humaine à interpréter les coïncidences comme porteuses de sens. 6. Sentiment d'unité ou de fusion avec le tout. Expérience mystique universelle, dissolution du moi dans une totalité. Mystique chrétien, union à Dieu. Soufi, fana. Hindouisme, Atman égale Brahman. Théosophie, union avec le plan bouddhique. New Age, conscience unifiée, 5D, éveil. Invariant, l'expérience d'unité est universelle, mais son vocabulaire change. 7. Idée d'évolution intérieure. L'humain se perçoit comme un être en transformation. Antiquité, purification de l'âme. Christianisme, sanctification. Swedenborg, perfectionnement. Spiritisme, échelle des esprits. Théosophie, évolution de la conscience. New Age, ascension, montée vibratoire. Invariant, l'idée que l'être humain peut progresser spirituellement. Comment le New Age reformule ces invariants? Le New Age ne crée pas de nouvelles expériences. Il crée un nouveau langage pour les exprimer. Extase, vibration élevée. Vision, clairvoyance. Trans, channeling. Sortie du corps, projection astrale. Union mystique, 5e dimension. Purification, nettoyage énergétique. Providence, synchronicité. Le New Age est donc une traduction contemporaine de phénomènes humains très anciens, exprimés dans un vocabulaire compatible avec la psychologie, la science populaire et l'individualisme moderne. 13. En conclusion, on voit que le New Age n'invente pas de nouvelles expériences, mais réinterprète des phénomènes humains universels dans un vocabulaire énergétique, compatible avec la vision scientifique, qui elle aussi parle en termes de transformation énergétique, psychologique et cosmologique. Ce que la science décrit dans le monde physique, les spiritualités laïques contemporaines cherchent à le transcrire dans le domaine de l'esprit. Cartographie des invariants anthropologiques, langage New Age. 1. État d'extase. Invariant anthropologique. Moment d'intensité émotionnelle ou spirituelle où le moi semble se dissoudre, souvent accompagné de visions, de chaleur, de lumière, de sentiments d'unité. Cette notion existait déjà dans les monothéismes, mais exprimée en des termes qui nous empêchaient de nous les approprier, comme s'ils étaient réservés à une élite, ceux qui se soumettaient aux dieux, et que seul Jésus avait le droit de les vivre. Traduction New Age. Montée de Kundalini. Activation énergétique. Éveil spirituel. Ouverture du chakra couronne. Ascension vibratoire. Structure profonde.
Une expérience d'intensification intérieure devient un phénomène énergétique mesurable, au travers de la cartographie des chakras. 2. Dissociation sortie du corps. Invariant anthropologique. Impression de flotter hors de soi, de se voir de l'extérieur, de voyager dans un autre espace. Traduction New Age. OBE, Out of Body Experience. Projection astrale. Voyage multidimensionnel. Déplacement de conscience. Structure profonde. Une dissociation psychophysiologique devient un déplacement dans un plan astral. 3. Intuition au sentiment de guidance. Invariant anthropologique. Perception d'une voix intérieure, d'un conseil, d'une impulsion, d'un appel. Traduction New Age. Guide spirituel. Être de lumière. Soi supérieur. Canalisation, channeling. Message vibratoire. Structure profonde. Une intuition devient une communication avec une entité extérieure. 4. Rêve lucide, vision nocturne. Invariant anthropologique. Rêve intense, symbolique, où la conscience semble active. Traduction New Age. Voyage astral nocturne. Travail énergétique pendant le sommeil. Rêve initiatique. Rencontre avec les guides en astral. Structure profonde. Le rêve devient un espace d'activité spirituelle réelle. 5. Synchronicité, coïncidence significative. Invariant anthropologique. Tendance humaine à donner du sens aux coïncidences. Traduction New Age. Synchronicité. Alignement vibratoire. Loi universelle. Manifestation. Attraction énergétique. Structure profonde. La coïncidence devient un signe d'harmonisation avec l'univers. 6. Sentiment d'unité, fusion avec le tout. Invariant anthropologique. Expérience mystique universelle de dissolution du moi dans une totalité. Traduction New Age. Conscience 5D. Unité vibratoire. Connexion au tout. Éveil de la conscience cosmique. Structure profonde. L'unité mystique devient un changement de dimension vibratoire. 7. Transformation intérieure. Invariant anthropologique. Sentiment de progression morale, psychologique ou spirituelle. Traduction New Age. Ascension. Montée vibratoire. Activation des chakras. Nettoyage énergétique. Guérison karmique. Structure profonde. La maturation intérieure devient une évolution énergétique mesurable. Le concept d'énergie vient accompagner celui de simple transformation, afin de pouvoir la mesurer sous forme d'étapes successives. Émoticône n'en croyant pas ses yeux, communication avec les morts ancêtres. Invariant anthropologique. Présent dans toutes les cultures humaines. Traduction New Age. Channeling. Communication astrale. Guides ancestraux. Entité de lumière. Structure profonde. La relation aux morts devient une interaction vibratoire. 9. Sensation de présence invisible. Invariant anthropologique. Perception d'une présence non visible, souvent dans des états liminaires. Traduction New Age. Entité astrale. Présence vibratoire. Ange, 5D. Énergie subtile. Structure profonde. Une sensation psychologique devient une entité énergétique. Synthèse. Ce que révèle cette cartographie. Le New Age n'invente aucune expérience. Il reformule des phénomènes humains universels dans un langage énergétique. Il déplace l'origine des expériences. De Dieu vers l'énergie. De l'âme vers la vibration. De la psychologie vers les dimensions. Il universalise ce qui était autrefois religieux, culturel ou mystique. Il psychologise ce qui était autrefois théologique. Il énergétise ce qui était autrefois symbolique. Cette grille montre que le New Age est la traduction contemporaine d'un patrimoine anthropologique très ancien. Là où les religions faisaient en sorte d'être incompréhensibles pour garder ses ouailles dépendant d'elles, le New Age apporte un langage que tout le monde peut s'approprier. Ce qui semble déranger ceux qui servent le christianisme sans le dire, sans le savoir eux-mêmes d'ailleurs souvent. Le catholicisme prône une soumission à Dieu. Ce que le New Age remet en question et qui en chiffonne plus d'un. Mais, avant lui le protestantisme était déjà passé par là, qui quelques siècles plus tôt avait déjà remis en question cette autorité institutionnelle. Le protestantisme affirmait déjà la possibilité de communiquer soi-même, individuellement,
avec Dieu ou le divin, sans avoir à passer par un intermédiaire institutionnel. Bien utiliser ces concepts offre donc une utilité, mais il faut pour cela les nettoyer des scories qui s'agrègent dessus. Pour un esprit scientifique par exemple, les bonnes sont celles qui permettraient de donner un jour à la science l'occasion de pouvoir les mesurer. Les mauvaises sont celles qui réintroduisent de la métaphysique basée sur l'idée de personnages agissant plutôt que de simples forces mesurables. Ce que nous allons explorer dans le prochain audio. Balzac 2.